Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je m'appelle Mylène Simoneau et je suis la coordonnatrice du bien-être des femmes ici au quartier général des PSP. Et bonjour, je m'appelle Anna Smith et je suis la gestionnaire du programme du bien-être des femmes. Je suis vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet important, la ménopause. On est maintenant dans la deuxième partie de notre série de 3 rencontres. Et alors, merci de votre intérêt et du temps que vous prenez pour participer à cette conversation. Alors, aujourd'hui, notre but est simple, c'est de vous offrir des renseignements fiables fondés sur la science et vous donner des stratégies concrètes pour soutenir la santé, la performance et le bien-être pendant cette transition de la mi-vie. Alors, au nom de notre équipe, je suis heureuse de vous accueillir au webinaire Demandez à la médecin d'aujourd'hui, animé par Dr. McCall, intitulé Bien vivre la ménopause, oui, c'est possible. Veuillez noter que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web après l'événement. Pour préserver votre confidentialité, vos caméras et micros sont désactivés pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment dans la fonction questions-réponses de MS Teams. Nous ferons notre mieux pour répondre à plus de questions possibles, mais nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Les questions sans réponse pourraient être abordées lors de prochaines présentations. Si vous souhaitez écouter la session dans une autre langue, vous pouvez utiliser le lien Wordly ou le code QR sur la diapo présente pour accéder aux options de traduction en direct. La présentation d'aujourd'hui est uniquement destinée à des fins éducatives et ne remplace pas les conseils d'un ou une professionnelle de la santé qualifiée. Si vous avez des préoccupations personnelles ou spécifiques en matière de santé, nous vous encourageons à en parler à votre prestataire de soins de santé. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière, la Dr. McCall, obstétricienne gynécologue canadienne spécialisée dans la chirurgie gynécologique minimalement invasive et contractuelle auprès de la Direction de la santé des femmes des Forces armées canadiennes. Dr. McCall, merci d'être virtuellement parmi nous aujourd'hui et je vous cède la parole. Merci beaucoup et merci de tout le monde d'être venu. J'ai vraiment hâte de parler à ce sujet aujourd'hui. Euh, Parfait. Alors, je dois aussi remercier Dr. Hansen qui a présenté la séance en anglais, puis nous avons travaillé sur les diapos ensemble et je l'apprécie beaucoup pour tous ses travaux sur les diapositives. Nos divulgations, alors comme Mylène vient de dire, moi je travaille avec le programme de la santé des femmes et de diversité et aussi je suis j'ai une commission consultative d'ABI, mais cette présentation est proposée en toute indépendance vis-à-vis de ses rôles et ne comporte aucun contenu promotionnel, marketing ou commercial, ni aucune affiliation. Alors je fais ce travail séparément de mon travail avec le programme de la santé des femmes et de diversité. Et voici aussi les divulgations de Dr. Hansen. J'aimerais reconnaître la terre sur laquelle je présente aujourd'hui et où vous êtes aussi. Alors, cette terre constitue le territoire traditionnel et ancestral d'innombrables nations autochtones. Nous reconnaissons que nous sommes des invités sur sa terre et rendons hommage aux aînés, passés et présents. La ménopause chez les femmes autochtones au Canada demeure insuffisamment étudiée et la colonisation continue d'influencer la manière dont la ménopause est vécue et partagée parmi les peuples autochtones. Alors, c'est vraiment important qu'on peut penser aux effets de colonisation pendant qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Et comme il en a dit, le contenu de ce webinaire ne remplace pas la vie médicale professionnelle. J'aimerais aussi donner un avis relatif à l'usage du langage genré. Lorsqu'on parle de la ménopause, souvent on parle des femmes, mais l'expérience de la ménopause est unique pour chaque personne. Les personnes transgenres, non-binaires ou intersexuelles peuvent aussi être concernées par la ménopause et des recherches sont nécessaires pour comprendre l'impact de la ménopause sur les personnes de genre divers. Alors, excusez si j'utilise beaucoup les pronoms féminins ou les noms féminins. Je comprends aussi qu'il y a des personnes qui ne s'identifient pas comme les femmes qui expérimentent la ménopause. Aujourd'hui, on va définir la ménopause, identifier les symptômes principaux, passer en revue les stratégies de prévention et de prise en charge,
offrir l'occasion de poser des questions et repartir avec un sentiment d'autonomie et de pouvoir pour négocier la transition. Alors, commençons avec la ménopause. Ça, c'est un tableau un peu compliqué, mais l'important, c'est de voir la flèche rouge ici qui démontre la menstruation finale. Alors, on a tout le monde qui a des règles pendant la vie. On va avoir les règles qui vont devenir un peu moins réguliers pendant la périménopause. Et si vous avez les questions sur la périménopause, je vous réfère à la séance antérieure. Jusqu'à quand on a notre menstruation finale. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas savoir que c'est la menstruation finale jusqu'après un temps, parce que sinon, on attend toujours que peut-être on va avoir une autre menstruation. Ici, on a la post-ménopause. On va dire que la ménopause, c'est 1 an après la dernière menstruation, mais le moment de la ménopause, c'est en fait cette menstruation dernière. Puis après, quand on sache qu'on est dans la ménopause, on est déjà post-ménopausé. Et on appelle parfois cette période aussi juste la ménopause, même si la ménopause, c'est plutôt un instant. On parle d'être ménopausé au lieu de post-ménopausé, mais ça veut dire la même chose. Ce qu'on expérience pendant la ménopause, c'est une baisse des niveaux d'estrogène. Alors ici, on a l'âge reproductif où on a les niveaux d'estrogène qui sont plus hauts, mais en fait, ce n'est pas une ligne droite comme ça, c'est vraiment, c'est un flux chaque mois si on a vu. Puis on a la périménopause et on note à court terme qu'on a les changements dans la sécrétion d'estrogène. Encore, ça montre une ligne qui était directement en bas, mais c'est pas comme ça vraiment. Ça va faire les flux lorsqu'on a les ovulations puis les règles, puis ça va diminuer lorsqu'on n'a pas les règles pendant quelques mois. Alors, c'est pas exactement direct comme ça. Prochainement, dans la ménopause, nous avons cette diminution de la sécrétion d'estrogène qui peut causer les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les troubles d'humeur, les symptômes urogénitaux et après un temps, l'ostéoporose. Alors aujourd'hui, nous allons parler des symptômes ici, mais beaucoup des symptômes, beaucoup des changements dans la ménopause doivent être compris comme une diminution d'estrogène. Alors, la ménopause, c'est un événement que toutes les femmes ou les personnes qui ont les règles vivront. Elles correspondent à la dernière menstruation confirmée après 12 mois sans aucun saignement menstruel, comme nous venons de dire. La périménopause, la climateur, c'est la transition vers la dernière menstruation et la durée est possible de 7 à 10 ans. Et beaucoup de personnes deviennent symptomatiques pendant ce temps-là. Et encore, je vous réfère à la séance antérieure si vous avez les questions plutôt pour la périménopause. Ou vous pouvez nous demander avec la question et réponse. Alors, quand survient la ménopause, l'âge moyen au Canada, c'est 52 ans. Mais si vous connaissez l'âge de ménopause de votre mère, ça peut prédire votre ménopause. Alors, ça peut être utile si votre mère a eu une ménopause spontanée ou naturelle, de la demander à quel âge elle a subi. On peut aussi avoir la ménopause pour d'autres raisons. Par exemple, on peut avoir la ménopause suite d'une intervention médicale comme une ovariectomie bilatérale ou une chimiothérapie ou une radiothérapie. Et je veux vraiment distinguer qu'avoir une hystérectomie et arrêter les règles ne disent pas qu'on est nécessairement dans la ménopause. Parce que la ménopause, ce n'est pas seulement l'arrêt des règles, mais c'est ce changement où on n'ovule pas et on a les niveaux d'estrogène qui sont en bas, comme le tableau que je vous ai montré. Alors, c'est pas seulement que les règles sont arrêtées, mais c'est ces changements hormonaux où on voit la diminution de l'estrogène. Alors, avoir une hystérectomie, mais si on garde les ovaires, ça ne veut pas dire qu'on est ménopausé. OK? Et peut-être des personnes vont demander parfois comment est-ce que je vais savoir que je suis ménopausée, on va dire par les symptômes et parfois par les prises de sang. À tout moment, en raison d'un dysfonctionnement ovarien, on peut aussi avoir l'insuffisance ovarienne prématurée. Ça veut dire, c'est comme la ménopause tôt, mais genre médicalement tôt. Pas seulement tôt comme à 45 ans, où on va dire, ah, ça c'est plutôt socialement. Mais très tôt, par exemple, dans les trentaines, ça serait une insuffisance ovarienne prématurée qu'on doit traiter.
Pour les changements ménopausés, on a beaucoup de symptômes et changements qu'on peut expériencer. Alors, on a les symptômes vasomoteurs. Ce sont vraiment les symptômes classiques de la ménopause. Les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, qui peuvent déranger beaucoup. On peut avoir les troubles du sommeil, les changements d'humeur et l'irritabilité. Et on va discuter tout ça en plus de détails. Et aussi, on peut avoir les changements corporels. Ça veut dire les changements aux os, comme l'ostéoporose, au cœur, au système urogénital et au cerveau. Alors, parlons des symptômes de la ménopause. Les symptômes classiques sont les changements au cycle menstruel. Alors, ça commence pendant la périménopause. On va avoir parfois que on va commencer à sauter les règles ou parfois qu'on va avoir les changements dans la régularité. Peut-être ça va être plus court ou plus long entre les cycles. Ça peut changer en flux aussi, jusqu'à qu'après un temps, on ne va plus avoir les menstruations. Il y a les symptômes vasomoteurs, comme les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les symptômes vulvaires et ou vaginaux, et les douleurs lors des relations sexuelles et les troubles du sommeil. On va en parler beaucoup des autres symptômes, mais ici, je veux juste parler des douleurs lors des relations sexuelles. On avait une question au sujet de ces douleurs et comment est-ce qu'on peut traiter autre que la physiothérapie pelvienne et l'hormonothérapie. Et les autres options pour les relations sexuelles douloureuses, je recommande vraiment d'avoir un examen par votre praticien pour voir s'il y a une cause. Par exemple, un changement à la peau comme le scléré lichen, parce que si vous avez déjà essayé la physiothérapie pelvienne, ça aide plein de personnes. Ou si vous avez l'hormonothérapie systémique, on va en parler plus tard, peut-être d'avoir l'hormonothérapie vaginale parce que ça peut être ajouté à l'hormonothérapie systémique, ça peut aider beaucoup. Mais les autres causes, ça dépend vraiment de c'est quoi la cause de ces douleurs et ça a besoin d'un examen gynécologique, parfois par une spécialiste, plutôt un gynécologue. Les autres symptômes parfois associés à la ménopause, on a les difficultés cognitives parfois, comme un changement aux mémoires, à la concentration, et les symptômes psychologiques, dépression, anxiété, irritabilité. Il n'existe pas de symptômes ménopausiques universels. Chaque personne va avoir une expérience différente. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir pas un seul symptôme de la ménopause et je vous félicite. J'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup de symptômes ou quelques symptômes qui sont moins dérangeants. C'est vraiment une expérience personnelle et individuelle. Alors, les symptômes vasomoteurs, jusqu'à 80% des femmes sont touchées par les symptômes vasomoteurs et 3 à 5% vont avoir les symptômes sévères. Alors, ça change c'est différent pour tout le monde. Quelques personnes vont me dire, oui, j'ai bouffé de chaleur de temps en temps, mais ça me dérange pas vraiment. D'autres femmes vont me dire, mais oui, je peux rien faire, genre, je dois me lever tout le temps pour ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre. Je suis vraiment... c'est une distraction à mon travail, ça change pour tout le monde. La fréquence, la durée, le nombre d'années sont variables. C'est plus marqué chez les personnes qui fument ou qui vapotent. Alors, si vous pouvez cesser de fumer, si vous fumez, ça serait une bonne option. Et évidemment, pour la santé aussi, ça peut être une motivation. Ça peut avoir un grand impact sur la qualité de vie, le sommeil, l'humeur et la cognition. Et il y a une association possible avec l'ostéoporose, le cancer du sein et les maladies coronaires et vasculaires. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi le lien et comment et aussi les traitements vont prévenir ces autres effets. On ne sait pas exactement c'est quoi l'association. On n'a pas la causation, mais juste une association qu'on ne comprend pas trop bien à ce moment. Alors, la grande majorité des symptômes vasomoteurs ne sont pas traités, jusqu'à 70%. Et on doit se demander pourquoi, parce qu'on a des traitements très bons pour les symptômes vasomoteurs. Mais il y a une confusion concernant la sécurité et l'efficacité des traitements. Il inclut les options hormonales et non hormonales.
et une manque de formation des cliniciens sur la ménopause aussi. Alors, c'est une confusion parmi le public et aussi parmi les cliniciens. Alors, on va en parler en beaucoup de détails aujourd'hui au sujet des traitements. Alors, les considérations pour la ménopause. On a, autre que les symptômes, on a aussi les changements corporels. Alors, la prise de poids, il y en a reçu plusieurs questions au sujet de la prise de poids dans la ménopause parce que c'est une expérience très commune. De nombreuses femmes prennent une moyenne de 5 livres, 2,2, 2,3 kilos au milieu de la vie. Mais ça, c'est surtout en lien avec le vieillissement et le mode de vie plutôt qu'avec la ménopause ou l'hormonothérapie. Alors, on a fait des grandes études avec des milliers de personnes et on a trouvé que ce n'est pas exactement la ménopause ou le changement des hormones qui vont faire ces changements dans la population. Je dis toujours dans la population parce que lorsqu'on étudie des grandes populations, on n'étudie pas les individuels. Alors, c'est pas à dire que quelques personnes vont pas avoir une expérience d'un changement extrême autour des changements hormonaux de la ménopause. Mais pour la plupart des personnes, c'est plutôt un changement du mode de vie, c'est plutôt une diminution de l'activité qui est associée à cette prise de poids. Une autre question que je reçois souvent, puis c'était dans les questions avant la séance aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour cette prise de poids au moment de la ménopause ou au milieu de la vie? Et l'important, c'est qu'en fait, les traitements pour la prise de poids ou l'obésité sont les mêmes que pour tout le monde. Ce sont les diètes et voir les diététiques, sans faire activité, mais on sait que les diètes, c'est beaucoup plus important pour le poids que l'activité. Et au contraire, l'activité à n'importe quel poids, c'est le plus important qu'on peut faire pour la santé. Alors, on avoue, par exemple, parmi les personnes qui ont le diabète, qu'ils vont avoir une vie plus longue, n'importe leur poids, s'ils font de l'exercice pendant les 150 minutes par semaine. Alors, l'activité, c'est vraiment, vraiment important. Les autres traitements, il y a les traitements médicaux et chirurgicaux si ça arrive à un point de l'obésité. Et vous pouvez en discuter avec votre médecin de famille. Quelqu'un a demandé spécifiquement pour les médicaments GLP-1, par exemple tirzepatide ou il y a aussi des marques que vous connaissez toutes. Et c'est un traitement pour l'obésité médicale. Alors, on peut utiliser ce traitement si c'est indiqué pour les raisons de l'obésité, mais ce n'est pas spécifiquement utile dans la ménopause plutôt que d'autres moments de la vie. La ménopause, ce qu'elle fait, la ménopause, ça change la composition corporelle et de la répartition des graisses. Alors, on va noter plutôt que la graisse va aller au ventre et puis au milieu plutôt qu'à d'autre part dans le corps. Alors, on peut voir un changement corporel de la composition, surtout si on prend du poids. Et ça devient un peu plus difficile d'augmenter du muscle, mais si on fait l'activité quand même, et c'est recommandé encore de faire les entraînements de muscle, les entraînements musculaires 2 à 3 fois par semaine, comme vous le savez déjà, puis les 150 minutes par semaine de l'activité, ça va vraiment aider de prendre du muscle. Alors, ça devient de plus en plus difficile, mais ce sont les activités qu'on doit faire qui sont les mêmes pour maintenir la santé et la force. OK. Voyons, les cheveux. La perte de cheveux de type féminin, ça veut dire un éclaircissement au sommet du crâne et le diagnostic le plus fréquent des changements des poils à la ménopause et de gros poils isolés peuvent apparaître sur le menton autour de la ménopause. Ce qu'on peut faire pour ça, il y a des médicaments qu'on peut utiliser. Ça serait mieux de parler avec le médecin de famille ou la dermatologue parce qu'on peut avoir les médicaments topicaux qu'on peut mettre sur le crâne pour les cheveux. On peut enlever les poils évidemment du menton. Et aussi, on peut utiliser parfois un médicament spironolactone, qui est un médicament qui peut aider avec ces changements des poils, mais il faut faire les laboratoires d'observation et tout. Alors, c'est pas genre simple de prendre ce médicament.
Les os et les dents, lorsque la densité minérale osseuse diminue, le risque de perte dentaire augmente. Alors, c'est important de maintenir la densité minérale osseuse. Pour ça, on peut prendre calcium et le vitamine D. Alors, quelqu'un a demandé au sujet des suppléments qu'on peut prendre. Les suppléments de vitamine D et d'avoir assez de calcium ou dans le diète. Il y a des calculs en ligne qu'on peut faire facilement et gratuites. Et aussi, le vitamine D et le calcium, ce sont les deux choses qu'on peut utiliser qui sont vraiment basées dans les données. Les autres supplémentations, pas vraiment. Encore, faire de l'exercice, ça aussi, ça va aider avec la densité minérale osseuse. Les yeux et les oreilles, la vision et l'audition sont influencés par l'âge et par les hormones. Ici, on parle encore de la baisse de la densité osseuse à la ménopause. Alors, on voit qu'ici, pendant la périménopause plus tard, lorsqu'on manque vraiment beaucoup de menstruation, puis dans la post-ménopause, on a une diminution significative de la densité osseuse. Alors, faire de l'activité et calcium, vitamine D, ce sont importants pour prévenir, mais pour quelques personnes, après qu'on a eu le dépistage, on va recommander d'avoir les autres traitements aussi. Et un des traitements peuvent être l'hormonothérapie, mais il y a d'autres traitements aussi. Alors, ça dépend de lequel est le meilleur pour chaque individuel. OK, attention au saignement post-ménopausé. Ça, c'est une diapo très brève, juste pour dire que les saignements vaginaux post-ménopausés peuvent provenir de plusieurs sources, mais il est important d'être évalué par un médecin afin de d'écarter la possibilité d'un cancer. Alors, c'est après qu'on a eu ces 12 mois sans saigner, 12 mois sans saigner, puis c'est un ressaigne, ça, c'est quelque chose qui est très important d'aller voir un médecin pour faire les investigations, juste pour s'assurer que tu vas bien, parce que parfois, ça peut être un signe tôt de cancer. Si vous êtes à 11 mois, vous ne devez pas vous inquiéter. C'est seulement après les 12 mois. OK. La santé mentale et la ménopause. Les fluctuations hormonales de la ménopause peuvent entraîner des sentiments de détresse, une perte de contrôle, de l'irritabilité, de la fatigue et des humeurs dépressives à la quarantaine. Ces manifestations sont transitoires et ne durent généralement pas. Alors, confiez-vous, sont normalement transitoires et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traiter. On va en parler. La vulnérabilité accrue à l'anxiété et aux symptômes dépressifs si vous avez les antécédents du symptôme prémenstruel, d'anxiété ou de dépression, surtout la dépression postpartum. Alors, les dépressions qui sont plutôt reliées aux changements hormonaux, comme le symptôme prémenstruel, la dépression postpartum, se démontre que vous êtes plutôt vulnérable d'avoir les changements dans l'humeur autant de changements d'hormones avec la ménopause. Les stress importants, la dysfonction sexuelle, l'inactivité physique, encore, je ne peux pas parler assez de l'activité, et les bouffées de chaleur ou symptômes sévères. Et on sait qu'il y a beaucoup de stress courants à la quarantaine et qui vont affecter plein de personnes, mais normalement pas chaque stress, mais beaucoup de ces stress vont impacter beaucoup de personnes. Alors, il y a le vieillissement, c'est quelque chose qu'on doit tout en penser et changer de l'identité parfois. La perte de fertilité qui peut être importante pour quelques personnes à ce moment. Les problèmes du sommeil. On sait que le sommeil est très, très important pour l'humeur. Les problèmes de santé qui peuvent arriver ou commencer. La divorce ou veuvage. Ni vite, ça change vraiment la vie quotidienne. Et d'être la génération sandwich. Je m'excuse s'il y a une meilleure traduction pour ça. Mais faire les soins aux enfants et aux aînés, ça donne un stress énorme et un travail énorme, surtout pour les femmes qui, dans la société, sont encore dans ce rôle de faire les soins de la plupart des personnes de la famille, même si ça doit être plus égal. Puis aussi les enjeux professionnels. Normalement, on voit que, et on va parler plutôt de la ménopause au travail pendant la prochaine séance, mais on sait qu'à la quarantaine, à la cinquantaine, c'est un moment où les carrières sont genre
au top. Genre, c'est un moment très important. Peut-être je sais pas, la montagne de ce qu'on va achever avec la carrière. Puis à ce moment, on peut avoir les symptômes de la ménopause qui peuvent vraiment impacter comment on peut fonctionner au travail. Puis on va en parler à la prochaine séance en plus, mais ça peut être un stress courant à ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? C'était genre à ce moment-là, je vous ai dit, c'est horrible, vous allez avoir tous ces symptômes, puis ça va être horrible, mais on peut faire quelque chose pour aider à améliorer si vous avez ces symptômes, OK? Alors, on a beaucoup d'options de traitement pour les symptômes vasomoteurs. On va parler en premier de l'hormonothérapie, qui est la thérapie, excuse pour le E qui est coupé, la thérapie la plus efficace, mais toutes les femmes ne sont pas les candidates. Alors, on va en parler un peu de ça, mais il faut parler aussi avec votre médecin. L'ordonnance non hormonale, moins efficace que l'hormonothérapie, mais les données des ECR, des essais contrôlés randomisés, soutiennent l'efficacité. Et il y a des options sans ordonnance, mais les données sont très limitées ou contradictoires et on ne recommande pas pour la plupart. On avait une question de qu'est-ce que je peux faire si mon médecin est opposé à l'hormonothérapie. En premier, je suis désolée. Je suis vraiment désolée parce qu'on ne doit pas avoir les médecins au Canada ce jour-là qui sont genre juste opposés à l'hormonothérapie pour tout le monde. Ça, c'est pas juste. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la présentation pourquoi ça peut être le cas. Parce qu'il y avait une essai qui a effrayé les médecins, ça fait maintenant 40 ans, mais la science a vraiment changé, puis c'est vraiment très efficace, puis pour la plupart des personnes, c'est un traitement sécuritaire. Mais si vous rencontrez cette résistance avec votre professionnel de santé, vous pouvez toujours demander une consultation avec une gynécologue. Je comprends que les listes d'attente sont très longues, je m'excuse pour ça. Mais vous pouvez toujours demander une consultation avec la gynécologue pour en discuter. Vous avez le droit d'avoir ça. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez aussi leur demander de faire une e-consultation. Par exemple, alors, je fais ça à Québec et à Ontario. Je sais pas, je crois pas que les médecins au FAC ont l'accès, mais ils peuvent demander, il y a dans le programme de la diversité des femmes et de la santé, les médecins peuvent venir nous demander s'ils ont des questions. Alors, on a les ressources pour éduquer les médecins, mais aussi on est là pour répondre aux questions aussi, si jamais le médecin avait une question. Alors, l'incertitude et les conséquences. On sait, j'ai dit déjà, que jusqu'à 70% des femmes péri ou ménopausées ont des inquiétudes à propos des thérapies ou se sentent mal informées. Euh, en- alors, à cause de ça, ils vont chercher les recours à des thérapies inappropriées ou inefficaces et peut avoir un retard ou sous-utilisation des traitements efficaces. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vous donne les données, les informations qui vont vraiment vous aider d'avoir moins d'incertitudes au sujet de l'hormonothérapie et des autres thérapies non hormonales. Pardon. Alors, le traitement axé sur les symptômes. Nous avons parlé déjà de tous ces symptômes puis tous ces changements du corps, puis maintenant, on va parler de comment on peut les traiter. Définition. Autre question qu'on a eue avant, c'est quoi la différence, c'est quoi la différence entre les traitements bioidentiques et d'autres? Alors, ici, j'ai quelques définitions très brèves pour vous. Il n'y a pas un test à la fin. Alors, naturel, c'est un mot moins médical. OK? On voit ça tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit, c'est quoi quelque chose de naturel ou non. Ça veut dire que c'est d'origine végétale, animale ou minérale. Plein de choses peuvent être naturelles. La ménopause, c'est très naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours quelque chose de bon ou de mieux. OK? La bioidentique, c'est lié au récepteur humain et c'est genre le même molécule qu'on fait dans le corps. Mais encore, ça ne dit pas que ça doit être mieux que d'autres traitements. Alors, il y a des traitements bioidentiques qui sont prescrits, puis les autres qui sont non prescrits.
Et je dois dire que les traitements non prescrits, genre pas d'ordonnance pour le bioidentique, on ne peut pas vérifier l'efficacité ni la sécurité parce qu'ils ne sont pas gérés par Santé Canada. Alors moi et les sociétés gynécologues ne recommandent pas d'utiliser les traitements bioidentiques non prescrits. D'autre part, il y a les traitements bioidentiques qui sont prescrits. Moi, je ne trouve pas qu'ils sont mieux que d'autres traitements qui ne sont pas bioidentiques. Mais si c'est important pour vous, vous pouvez toujours demander à votre médecin. Ça dépend du niveau de la connaissance du médecin s'ils vont savoir que sont les médicaments bioidentiques ou non. Encore, dans le programme de santé des femmes et de la diversité, on a des ressources pour ça, où on est toujours contente de répondre aux questions. Mais par exemple, l'estradiol et le progestérone micronisé sont les deux hormones qui sont bioidentiques et prescrits. Et ce sont aussi les plus communs qu'on utilise. Synthétique, ça veut dire créer ou modifier en laboratoire. Encore, c'est différent de séparer les deux parce que même les hormones bioidentiques qu'on va prendre sont créées dans un laboratoire, mais ce sont juste les molécules qui sont plutôt identiques à ce qu'on fait dans le corps, au lieu des autres choses qui sont plutôt synthétiques, sont des molécules un peu différentes qu'on a créées dans un laboratoire pour la première fois. Préparer sur mesure, ça veut dire formulé par une pharmacie de préparation magistrale. Alors, parfois, il y a parfois les raisons d'avoir quelque chose qui est si unique qu'on doit l'avoir formulé dans cette façon, mais pour la plupart des traitements n'ont pas besoin de ça. Approuvé par Santé Canada, ça veut dire qu'un traitement a passé les tests scientifiques requis qui sont rigoureux. Et pharmaceutique, ça veut dire lié aux médicaments ou à la pharmacie. Bon, parlons des ordonnances hormonales maintenant. Alors, nous avons l'hormonothérapie qui est très, très, très bien à traiter les symptômes vasomoteurs, par exemple. Alors, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'hormonothérapie va aider beaucoup avec ça. C'est le standard d'or, OK, dans la médecine pour ça. C'est aussi indiqué pour la protection osseuse, mais je dis que s'il y a seulement l'ostéoporose qu'on veut traiter, il y a d'autres traitements aussi. Alors, normalement, l'hormonothérapie pour la protection osseuse, c'est dans le contexte d'avoir aussi les symptômes de la ménopause, par exemple. L'hormonothérapie est indiquée pour la ménopause chirurgicale prématurée ou d'autres ménopauses prématurées, disons avant l'âge de 40 ans, parce qu'on va parler des risques à la santé de la ménopause après et comment on peut les prévenir si on entre dans la ménopause plus tôt. À ce moment-là, l'hormonothérapie n'a pas indiqué pour prévenir les risques de la santé pour les femmes qui entrent dans la ménopause à l'âge moyen. Mais si on entre dans la ménopause avant l'âge de 40 ans, c'est important d'avoir l'hormonothérapie pour protéger les os, le cœur et le cerveau. Et aussi, le syndrome génito-urinaire de la ménopause va avoir bénéfice d'un traitement vaginal. Alors, c'est quoi l'hormonothérapie exactement? Normalement, c'est l'estrogène plus ou moins progestérone. L'estrogène, c'est l'hormone qui améliore les symptômes vasomoteurs. OK? L'estrogène, c'est vraiment l'hormone qui nous fait sentir mieux. OK? Alors, pourquoi ajouter de la progestérone? Ça sert à quoi d'avoir la progestérone si je vous dis que c'est vraiment l'estrogène qui vous fait sentir mieux? Mais la progestérone est là pour protéger l'endomètre pour prévenir un cancer ou pré-cancer de l'utérus. Alors, nous avons appris, ça fait longtemps depuis qu'on a commencé l'hormonothérapie, pour les personnes qui ont un utérus, si on prend seulement l'estrogène, ça fait pousser l'endomètre, ça veut dire le paroi intérieur de l'utérus. Ça peut causer un pré-cancer ou un cancer si on le fait pour beaucoup de temps. Alors, c'est obligatoire pour les personnes qui ont un utérus d'avoir quelque chose qui protège l'utérus de cet effet. Et si on utilise les progestérones, il n'y a pas une risque de cancer élevé de l'utérus. Pas du tout. Si on utilise des progestérones appropriément, comme on fait tout le temps maintenant en 2025, c'est pas une question. Et le dosage et la durée sont
gérer pour le progestérone. Il faut avoir assez de progestérone pour protéger l'endomètre. Mais c'est vraiment pour ça qu'on a la progestérone. Alors, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas un utérus, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin seulement de l'estrogène, pour la plupart. Puis, on peut avoir les hormonothérapies qui sont systémiques. OK? Ça veut dire qu'on va on va prendre les comprimés, les timbres, les gels, par exemple. Il y a plein de façons dont on peut prendre l'estrogène et le progestérone qui vont aller dans tout le corps pour améliorer et soulager ces symptômes vasomoteurs, par exemple. Mais si on a seulement les symptômes vaginaux, par exemple la sécheresse vaginale ou la douleur avec les relations sexuelles, puis le médecin regarde et dit « Ah, ça c'est à cause au changement génitaux urinaires ». Dans ce cas, on peut avoir seulement une estrogène vaginale et on n'a pas besoin de progestatif avec l'estrogène vaginal. On peut aussi avoir les deux. Il y a beaucoup de personnes dans mon pratique et dans le monde qui utilisent l'hormonothérapie systémique dans le corps, puis qui ont encore les symptômes vaginaux ou vulvaires et qui doivent utiliser aussi l'estrogène vaginal. C'est normal d'utiliser les deux ensemble. On avait une question avant la séance. Est-ce qu'on peut commencer l'estrogène pendant la périménopause? Et la réponse est absolument oui. Et on en a parlé dans la dernière séance un peu plus, alors je ne vais pas élaborer beaucoup, mais pendant la périménopause, on peut commencer l'hormonothérapie même si on a les règles qui sont régulières, si on a les symptômes vraiment de la périménopause. Ou aussi, on peut utiliser les contraceptifs hormonaux combinés, tels que la pilule contraceptive avec estrogène et progestérone. C'est un traitement excellent pour les symptômes périménopausés qui peuvent aussi contrôler les règles. Alors, comment est-ce que ça va avoir un impact sur la santé? Ça va soulager les symptômes vasomoteurs. Ça va améliorer le sommeil dans plusieurs façons dont nous allons parler. Ça va protéger les os et les articulations. Ça peut soulager les douleurs d'articulation. Je crois que c'était une autre question. Oui, la ménopause peut contribuer aux douleurs articulaires et ça peut être soulagé par l'hormonothérapie. Mais si ce n'est pas soulagé par l'hormonothérapie, il faut vraiment aller avoir les investigations pour les autres causes des douleurs articulaires qui peuvent aussi commencer couramment dans les quarantaines et les cinquantaines. Alors, on doit avoir une investigation si ça ne marche pas. Pour la cognition et l'humeur, ça peut les améliorer parfois parce qu'on dort mieux, parfois parce qu'on n'a pas les symptômes vasomoteurs qui nous dérangent tout le temps, mais aussi ça peut avoir un effet positif. Pour le diabète, on manque de données sur comment ça peut aider. Il y avait une question, est-ce qu'il y a un lien entre la périménopause, la résistance à l'insuline et le prédiabète? Probablement que oui, mais c'est difficile de distinguer de la quarantaine et la cinquantaine et le vieillissement. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas exactement c'est quoi le bénéfice de l'hormonothérapie sur le diabète. En fait, il y a un effet un peu négatif sur la vésicule biliaire. Ça peut augmenter le risque d'avoir les douleurs à cause des pierres dans la vésicule biliaire et d'avoir besoin d'avoir une chirurgie pour ça, mais c'est un risque très, très, très faible. Puis, en total, ça peut améliorer la qualité de vie beaucoup. Le sommeil. OK. L'hormonothérapie est le traitement le plus efficace pour les bouffées de chaleur et beaucoup de femmes ayant des bouffées de chaleur rapportent un sommeil diminué. Alors, améliorer les bouffées de chaleur et les sueurs pendant la nuit, les sueurs nocturnes, ça peut beaucoup améliorer le sommeil. OK? On peut réduire les éveils nocturnes, on peut améliorer la durée du sommeil, réduire les interruptions, diminuer la latence d'endormissement et améliorer aussi l'organisation des cycles de sommeil. Et j'ai deux autres diapos plus tard dont on va parler plus du sommeil. Pour les os et les articulations, la thérapie hormonale prévient efficacement l'ostéoporose postménopausique, les fractures. Nous avons vu une réduction de 33% des fractures de la hanche avec les femmes dans ce grand étude qui ont utilisé l'hormonothérapie. Alors, c'est un traitement efficace. Après l'arrêt du traitement, les bienfaits sur les os disparus rapidement, mais sans effet rebond. Genre, c'est pas que
ça va causer plus de problèmes que si on ne l'a pas utilisé. C'est juste qu'on a seulement la bénéfice lorsqu'on l'utilise. Les participants à cette étude ont également rapporté moins de douleur ou de raideur articulaire. Alors, j'ai vu plein de personnes qui ont eu une amélioration dans ces douleurs avec l'hormonothérapie, mais également beaucoup de femmes qui ne l'ont pas eu, puis il faut investiguer avec d'autres méthodes. OK, ça c'est important. La maladie coronarienne, par exemple les crises cardiaques. Lorsque la thérapie hormonale est commencée dans les 10 ans suivant le début de la ménopause, elle réduit la maladie coronarienne chez les femmes ménopausées par 48%, presque moitié. Alors, on a vraiment les bénéfices sur la maladie coronarienne si on utilise l'hormonothérapie. On sait que pour les femmes qui l'ont commencé plus tard dans la vie, à cause de cette grande étude que j'ai mentionnée sur le dernier diapo, le WHI, on a montré qu'on avait une augmentation de la maladie coronarienne, mais parmi les femmes qui ont commencé les hormonothérapies à l'âge des soixantaines, dans les années 70, alors on a... c'est vraiment différent selon l'âge parce que c'est aussi différent le risque d'avoir une maladie coronarienne à base selon l'âge. OK? Alors, si on le commence maintenant, on recommande fortement de commencer l'hormonothérapie pendant les 10 ans suivants le début de la ménopause ou par l'âge de 60 ans, lequel est plus tard. OK? Et dans ce cas, on va réduire la maladie coronarienne par moitié. C'est significatif. À l'autre côté, on a une augmentation mais significative, mais faible, au risque de thromboembolie veineuse. Ça veut dire les caillots ou dans les poumons ou dans les jambes. Alors, on va avoir environ 8 pour 1000 femmes utilisant l'hormonothérapie pendant un an vont avoir un caillot, mais le taux de base, c'est 3 à 5 par 1000. Alors, c'est une augmentation. On est significatif parce que c'est une différence réelle dans les recherches, dans les études, mais ça ne veut pas dire que c'est une augmentation grande. OK? C'est une augmentation petite, mais significative selon les études parce que ça montre que c'est une vraie différence. Ce n'est pas quelque chose de faux. Mais on voit aussi que ces taux peuvent être beaucoup réduits pour les personnes utilisant de l'estrogène transdermique. On a besoin de plus de données, mais on croit que les estrogènes transdermiques sont plus en sécuritaire pour ces raisons. Je m'excuse. Le risque de décès était significativement réduit pour les femmes qui ont commencé l'hormonothérapie plus tôt, jusqu'à 30% moins de risque de mourir, mais on ne va pas recommander l'hormonothérapie pour tout le monde juste à cause de ça. Parce qu'on sait que, par exemple, je vous ai dit que les symptômes vasomoteurs sont plus prévalents chez les femmes qui ont aussi un risque de maladie coronarienne plus élevé. Alors, est-ce que c'est pour ça que utiliser l'hormonothérapie, c'est plus efficace pour prévenir la maladie coronarienne chez les femmes qui ont les symptômes? Ce sont les grandes questions auxquelles on n'a pas les réponses à ce moment-là. Alors, c'est vraiment indiqué pour les personnes avec les symptômes, pas seulement pour changer les risques, parce qu'on ne sait pas si ça s'applique également à tout le monde. Mais c'est vraiment une bonne option pour les personnes qui ont les symptômes. La thérapie hormonale peut être une option sûre et efficace, oui, lorsqu'elle est commencée avant 60 ans ou dans les 10 ans suivant le début de la ménopause. Okay? Cette fenêtre d'initiation semble jouer un rôle important dans les effets cardiovasculaires observés. Il inclut aussi les AVC. OK. Le risque du cancer du sein. Ça, c'est une question à laquelle je réponds chaque jour dans le bureau. OK? Oui, il y a un risque augmenté du cancer du sein avec l'hormonothérapie. Mais encore, le risque est faible. Et c'est seulement chez les femmes qui ont besoin d'estrogène et de progestérone. Alors, disons que vous n'avez pas un utérus et vous utilisez seulement l'estrogène, vous n'avez pas un risque plus élevé du cancer du sein. OK? Ça, c'est pour les personnes qui doivent utiliser l'estrogène et le progestérone. Et c'est important si on a un utérus d'utiliser le progestérone pour prévenir le cancer de l'endomètre. OK? Mais le risque d'avoir un cancer du sein est augmenté par moins d'1 sur 1000 femmes par an qui utilisent l'hormonothérapie. Alors, le risque absolu, c'est peu. OK? C'est faible.
Et on ne sait pas même, ça c'est avec les progestatifs comme medroxyprogestérone, qui sont les progestatifs originaux, mais maintenant on utilise plutôt les progestatifs un peu différents comme le progestérone micronisé et on ne sait pas si ça va faire une différence au risque du cancer du sein, mais on soupçonne que ça a un risque du cancer du sein qui est moins élevé. OK? Aussi, on sait que, oh, excuse-moi, ça veut dire que sans progestatif, il n'y a pas un risque augmenté. Alors, ça doit être sur notre diapo, mais ça veut dire que les personnes qui ont eu un cancer du sein ne peuvent pas avoir l'hormonothérapie, OK? Parce que ça peut augmenter le risque d'avoir une récidivisme, que ça revienne le cancer, OK? Alors, si on a eu un cancer du sein, on ne peut pas avoir l'hormonothérapie systémique dans le corps. On peut avoir l'hormonothérapie vaginale, mais pas systémique dans le corps. Si on a un antécédent familial du cancer du sein, on peut utiliser l'hormonothérapie. C'est sécuritaire, mais le risque, c'est selon chaque personne, chaque individu. Alors, j'avais eu beaucoup de conversations avec les personnes qui ont un antécédent familial du cancer du sein, puis j'ai dit, non, vraiment, vous souffrez avec les symptômes consommateurs, c'est vraiment sécuritaire, vous pouvez en prendre l'hormonothérapie, c'est pas contre-indiqué. Mais lorsqu'on a vu quelqu'un dans la vie, dans notre famille, quelqu'un qu'on aime qui a eu un cancer du sein, je comprends comment que la peur peut être là. On a des autres options, mais c'est juste pour dire que si vous voulez l'hormonothérapie, c'est vraiment sécuritaire d'en prendre. OK? OK. Pour l'hormonothérapie, une chose qui est importante, ce sont les soins individualisés si c'est possible. OK? Alors, le type, ça va être estrogène, progestérone, mais aussi si ça va être, par exemple, progestérone micronisé ou lévonorgestrel ou les autres types de progestatifs. Le dosage, la durée, la voix, ça va être oral, transdermique, vaginal, le timing de quand on va commencer ces hormones, par exemple dans la périménopause ou la ménopause, et si le progestérone est nécessaire. OK? On va toujours essayer d'utiliser le plus faible dose qui est efficace. OK? Alors, si c'est le plus faible dose puis ça n'a rien comme effet, ça ne sert à rien. Mais le plus faible dose qui est efficace et pour la durée minimale. Parce que comme tous les traitements ont les bénéfices, mais aussi les risques. Alors, on va essayer de réduire les risques par utiliser les médicaments pour le moins de temps possible. Et on va toujours faire une réévaluation périodique. L'âge et délai depuis la ménopause, l'hypothèse du timing. Ici, on a parlé déjà de comment les risques sont différents si on utilise les médicaments plus tôt ou plus tard. Alors, l'hormonothérapie. Les effets varient selon la formulation, la voie, le moment d'initiation. Les profils bénéfices-risques individuels sont essentiels. Les risques absolus sont faibles chez les femmes en bonne santé jusqu'à l'âge de 60 ans. Et on peut avoir une diminution de risque de maladie coronarienne et mortalité. Il y a un risque élevé du cancer du sein avec l'hormonothérapie combinée, surtout après 3 à 5 ans, mais le risque global est faible et l'estrogène transdermique peut avoir un profil de sécurité plus favorable. Alors, les bénéfices dépassent les risques pour la majorité des femmes. Les formulations, les voies et le timing influencent les effets. Alors, on veut débuter moins de 10 ans après la ménopause et moins de 60 avec l'âge de moins de, ou avec l'âge de moins de 60 ans. Il y a une limite d'âge auquel il faut arrêter l'hormonothérapie si les bénéfices sont présents. Mais moi, je recommande toujours d'avoir une réévaluation de chacun après l'âge de 60 ans, par exemple, parce qu'à ce moment, les risques commencent à accruer aussi. Alors, on peut avoir une discussion de risques et bénéfices à chacun après ça, et c'est vraiment individuel si on va continuer, non. Bon, ici, ce n'est pas approprié pour les survivants d'un cancer du sein, mais l'estrogène vaginal est sécuritaire pour les personnes qui ont eu un cancer du sein. OK, les ordonnances non hormonales. Et je vous accueille aussi, vous êtes bienvenue de mettre les questions dans les QR si jamais vous les avez. OK, les ordonnances non hormonales. Ça, c'est un grand tableau juste pour montrer, c'était une ligne de directrice de la Société de ménopause d'Amérique du Nord en 2023 qui a montré les
traitements pour la ménopause qui sont non hormonaux et qui ont montré quelques-unes sont recommandées. Quelques-uns sont recommandés avec prudence. Quelques-uns ne sont pas recommandés, mais je veux dire aussi que ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Par exemple, l'exercice n'est pas recommandé parce qu'on ne sait pas si ça a des effets efficaces pour les symptômes vasomateurs. Mais ce n'est pas que l'exercice n'est pas recommandé pour la santé. OK? C'est juste qu'on ne sait pas si ça marche bien pour les symptômes de ménopause ou non. Puis il y a quelques-uns qui sont non abordés. Alors, que sont recommandés? On a les ordonnances qui sont nouveaux au Canada. Le Fezolinetant, qui est déjà disponible au Canada, et le Elinzanetant, qui n'est pas déjà disponible, qui sont recommandés pour les symptômes vasomoteurs, surtout pour les bouffées de chaleur. Et Elinzanetant va aussi aider avec le sommeil. Mais on a une surveillance hépatique peut-être nécessaire. On sait que la surveillance hépatique, c'est nécessaire pour Fezolinetant. Il faut, genre, les prises de sang, genre, je crois, au début, puis après 1, 3 et 6 mois, quelque chose comme ça. Et Elinzanetant, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être déjà, mais on va voir lorsque c'est disponible. Il y a aussi les ISRS et les IRSN. Ils incluent paroxétine et venlafaxine qui entraînent des grandes réductions significatives des symptômes vasomoteurs et qui peuvent aussi aider avec les humeurs, évidemment. Mais par exemple, j'ai eu une patiente, plusieurs patientes qui ont eu un cancer du sein, qui ne peuvent pas avoir une hormonothérapie, puis qui viennent avec les symptômes vasomoteurs. Puis je leur ai offert, par exemple, venlafaxine ou paroxétine, ce sont les antidépresseurs. Pardon pour de l'avoir pas bien écrit. Les personnes m'ont dit, mais je ne suis pas déprimée. Ou si je suis déprimée, c'est seulement parce que j'ai les symptômes vasomoteurs. Et je leur ai dit, non, c'est aussi un traitement pour les symptômes vasomoteurs en tant que l'humeur. Puis il y a aussi gabapentin, mais on doit tenir compte des effets secondaires qui sont possibles, comme avec toutes les thérapies. Alors, on a les choix avec les ordonnances. Ça dépend des thérapies antérieures, comment que ça a marché si on a essayé des choses déjà. Les antisédants, par exemple, le trouble de l'humeur, si on a besoin de quelque chose qui est plutôt un antidépresseur. La fonction hépatique, alors si on n'a pas une bonne fonction hépatique, c'est contre-indiqué d'avoir les médicaments comme phénolzétant. Si on a les médicaments co-administrés, par exemple le tamoxifen qu'on utilise pour le cancer du sein, puis on ne peut pas avoir l'hormonothérapie, mais on ne peut pas avoir paroxétine non plus parce que ça peut avoir un effet moins avec le tamoxifen. Ça peut faire une interférence. Pardon. Si on a les préoccupations en santé sexuelle ou les préoccupations liées à l'humeur ou au cognitif. OK, traitement sans ordonnance. 50 à 80% des personnes utilisent des options non hormonales, y inclut sans ordonnance. Mais on sait vraiment que ils ont des données limitées ou contradictoires. C'est vraiment important d'avoir une bonne alimentation. Je sais que PSP peut vous parler de ça beaucoup plus que moi, mais c'est important d'avoir assez de protéines et d'avoir beaucoup de légumes et de fruits pour avoir une bonne nutrition. Faire de l'activité, je ne peux pas le dire assez, ça aide avec, comme vous avez vu, c'est pas qu'on sait exactement que ça va aider avec les symptômes vasomoteurs spécifiquement, mais ça aide avec le sommeil, ça aide avec l'humeur, ça aide avec la prise de muscle, ça aide avec la prise de poids, ça a plein de bénéfices. Alors, je recommande fortement faire de l'activité. On peut optimiser l'hygiène du sommeil. Alors, je vous ai promis qu'on va parler plus du sommeil. Exercice, ça aide beaucoup avec le sommeil. On a la thérapie comportementale, cognitive pour l'insomnie spécifiquement. Ça peut aider beaucoup. Contrôle de la température dans la chambre pour avoir une chambre fraîche, ça peut avoir moins de sueur nocturne. Tant pis pour la personne avec qui vous partagez la chambre, il ou elle ou eux peuvent avoir leur propre couverture. L'alignement circadien,
Alors, avoir des horaires de sommeil fixe, c'est difficile si vous travaillez comme moi en garde, vous avez les nuits, puis les jours, puis les nuits, ça peut être difficile. Mais si vous êtes capable de travailler toujours pendant la journée, avoir une horaire de sommeil fixe et de réveil fixe, ça va vraiment améliorer l'efficacité du sommeil. Bon, je vais continuer parce qu'on approche le temps. Il y a deux approches esprit-corps avec preuve de haute qualité, la thérapie cognitivo-comportementale dont nous avons parlé et l'hypnose clinique avec la protocole d'Elkin. Ça peut aider avec le sommeil et les symptômes vasomoteurs aussi. Alors, l'essentiel, les données convaincantes existent pour la thérapie cognitivo-comportementale, le TCC, avec les psychologues et l'hypnose clinique. Et on a quelques données scientifiques pour la perte de poids, la réduction du stress basé sur la pleine conscience, les dérivés S-écoles des isoflavones de soya et les blocs du ganglion stellaire. Je ne connais pas beaucoup de médecins qui font ça, mais il y a aussi une amélioration de 20 à 60% avec le placebo, plus marqué chez les femmes anxieuses. Et c'est pas grave, si vous avez un bénéfice placebo, c'est un bénéfice, c'est s'il n'y a pas les dangers des choses que vous utilisez. Il inclut le Q. Alors, est-ce que la ménopause, c'est un dérangement sain ou bien plus que cela? Ce que nous découvrons, c'est que les symptômes vasomoteurs pourraient réellement signifier quelque chose pour la santé des femmes et c'est un véritable signe d'alarme pour les femmes et leurs professionnels de la santé afin de prendre les bouffées de chaleur au sérieux et de ne pas les balayer comme s'ils étaient sans importance. Alors, je crois que le monde, ça change vraiment au sujet de comprendre comment que ça a un effet sur tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes atteignent la ménopause chaque jour, plus de 2 millions par année en Amérique du Nord. Et l'espérance de vie d'une femme est environ 82 ans. Alors, la post-ménopause représente actuellement un tiers à la moitié de la durée de vie de la plupart des femmes nord-américaines. Alors, la plupart des femmes, en fait, croient que la ménopause peut avoir une perception positive avec une amélioration de leur rôle au travail, la vie familiale, la relation de couple sexuel, les amitiés, l'épanouissement personnel et la santé physique. Alors, j'ai vraiment parlé de toutes les choses qui peuvent être horribles avec la ménopause aujourd'hui parce que je veux aider les personnes qui souffrent, mais c'est vraiment un moment d'opportunité. OK? C'est un événement marquant de la santé, un événement marquant de la santé, marque claire d'une nouvelle phase de la vie, mais aussi un moment pour réévaluer la santé et les objectifs et de créer une nouvelle histoire et amorcer une nouvelle transition. Ça, c'est un livre qui est disponible, qui parle des changements, par exemple, aux hormones dans le cerveau et comment que ça peut laisser plus d'espace pour se soigner pendant la ménopause. Et on dit que ce n'est jamais trop tard dans la vie. Dr. Hansen, elle aime inclure cette phrase, ne demande pas ce dont le monde a besoin, demande-toi ce que tu fais vibrer, car ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes qui vibrent de vie. Alors, voici les ressources. Ça, c'est seulement en anglais, mais il y a les praticiens certifiés de la Menopause Society. Il y a aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles avec les éducations pour les personnes de la public. Et voici quelques références que vous pouvez voir. Je vais voir s'il y a des questions maintenant. Je m'excuse que c'est presque l'heure. Oui, merci beaucoup, Dr. McCall, de beaucoup d'informations très pertinentes. On est arrivé à la fin. Peut-être le temps pour une petite question ici. Oui. À partir de quand ou selon quels symptômes est-il temps de commencer l'hormonothérapie? Est-ce que c'est aussitôt que le sommeil diminue, par exemple, ou que les bouffées de chaleur commencent? Oui, ça dépend vraiment de combien quelqu'un souffre. Alors, si vous souffrez vraiment, vraiment, commencez tout de suite. Il ne faut pas attendre à un moment pour commencer. Si vous voyez plutôt que là, j'ai noté un peu que j'ai des bouffées de chaleur pendant la journée, mais ça ne me dérange pas trop. Et si mes règles viennent, mais alors ça passe pendant quelques semaines, il ne faut pas commencer genre tout de suite non plus. Alors, c'est vraiment lorsque vous commencez à souffrir que c'est important de commencer, même avec le sommeil. Et avec le sommeil, on peut commencer l'hormonothérapie à ce moment ou aussi il y a des médicaments seulement pour le sommeil qui peuvent aider. Alors, il y a beaucoup d'options.
Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Toute l'information, c'est très utile. L'enregistrement va être sur notre site web aussi pour plus de consultations. Et restez à l'affût aussi pour une prochaine session webinaire avec Dr. McCall en français, Dr. Henson en anglais à la fin mars.